Je vais commencer avec la présentation de cette personne que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Jaromil, qui est un hacker et activiste et partisan de la culture du logiciel libre, que certains, je pense, connaissent dans cette salle. Et donc vous le voyez ici parler cette année, je crois, à la Flying Money Conference à Amsterdam, à l'Institute of Network Cultures. Donc c'est une capture d'écran que j'ai prise de cette conférence que j'ai vue en ligne. J'ai pour ma part rencontré Jaromil la première fois en 2011 lorsque j'habitais à Amsterdam. Donc j'ai assisté à une conférence qui s'appelait euh, Bitcoin, Cryptocurrency, je crois. Cryptocurrency. Et donc c'était en 2011. Donc c'était les premières présentations publiques de Bitcoin à l'époque. Moi je traînais à Amsterdam, je m'ennuyais un peu et je voyais le NIMC qui était le centre d'art de l'époque, art numérique de l'époque. Et donc je m'intéressais à cette programmation. Donc je suis allé à cette conférence et là j'ai compris qu'il s'agissait d'une technologie intéressante. Et donc j'ai commencé à expérimenter avec Bitcoin à cette époque-là. Euh, et Jaromil faisait partie de l'équipe qui présentait cette crypto-monnaie avec un enthousiasme certain. Ce poste que vous avez vu, donc, c'est daté de 2011. Juste pour resituer le contexte, 2008, donc c'était 3 ans avant, il y avait le white paper Bitcoin, donc par Satoshi Nakamoto, ce développeur dont l'identité reste mystérieuse, qui a développé donc le logiciel, le programme Bitcoin. Bitcoin étant un programme et une monnaie et une blockchain. En 2010, donc un an avant cette conférence, enfin cette présentation de Bitcoin à Amsterdam, a eu lieu la première transaction de Bitcoin pour une pizza qui a été payée 10 000 Bitcoins, ce qui équivaut à beaucoup d'argent aujourd'hui. Et en 2011, donc en mai, après cette conférence, il y a eu l'article de Forbes qui, à mon sens, a eu le plus d'impact auprès de la communauté et a présenté Bitcoin au grand public. Quand Bitcoin et la blockchain ont vu le jour entre 2010 et 2016, la blockchain, parenthèse, la blockchain de Bitcoin étant la première blockchain, donc Satoshi Nakamoto a inventé un programme et le concept de blockchain en même temps. Donc en 2010, entre 2010 et 2016, quand Bitcoin et la blockchain ont vu le jour, c'est sûrement pas... Ah oui, là je cite Jaromil, qui dit dans cette conférence que ce n'est sûrement pas pour donner aux banques un outil d'optimisation de flux, ni pour que les gouvernements explorent les données plus efficacement. Il prétend qu'il y a une raison précise politique à cela, donc à l'émergence de Bitcoin et la blockchain. Fin de citation. Effectivement, il dit ensuite qu'il y a une date à laquelle Bitcoin a été miné et échangé plus activement. Et cette date, c'est après qu'en 2010, Wikileaks ait publié la vidéo Collateral Murder. Donc c'est une vidéo pour ceux qui se souviennent d'une captation par hélicoptère où l'on voit des journalistes se faire tirer dessus à Bagdad, publiée donc par Wikileaks. Les donations à Wikileaks augmentent nettement après la publication de cette vidéo, et à tel point que les autorités interdisent les dons en bloquant les cartes de Visa pour bloquer les donations à Wikileaks. Et c'est à ce moment-là, d'après Jaromil toujours, que le Bitcoin est alors passé d'un jeu, d'un détail pour les utilisateurs qui voulaient jouer avec les crypto-monnaies, un programme intéressant, à un moyen de contourner une interdiction de transfert d'argent imposée par l'État américain. En l'occurrence, transfert à Wikileaks. Bitcoin devint alors, d'une manière générale, une possibilité pour faire des transactions qui ne sont pas supportées par l'institution. Je pense que je suis d'accord avec Jaromil sur ce point-là. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a considéré que Bitcoin pouvait être une solution politique intéressante.
Ce que vous voyez ici, c'est une icône qui accompagne la version 0.1.5 du programme Bitcoin. C'est une icône qui a été choisie, peut-être même dessinée par Satoshi Nakamoto, lui ou elle-même. Donc c'est l'icône du programme. C'est simplement la première identification graphique qu'on a par rapport à Bitcoin, avant que ça devienne vraiment quelque chose de populaire. En avril 2011, on a sur le site Bitcoin et la page wiki de Bitcoin les premières traces du logo Bitcoin sur bitcoin.org. L'auteur semble être Phil Wilson et écrit dans un article, l'article est récent, mais il cite une conversation de l'époque, donc de 2011, avec, j'imagine, Satoshi Nakamoto. Je cite: les énormes entreprises mondiales reconnues ont des logos qui sont conformes à un ensemble d'instructions qui permettent à n'importe qui de reproduire ce logo. Cela permet d'utiliser le logo même sur de nombreux médias différents, de la publicité télévisée au site web, en passant par les magazines imprimés, les t-shirts et les autocollants, en vinyle sur les véhicules. Nous avons besoin que notre symbole et notre logo soient fabriqués de la même manière. Fin de citation. Bitcoin a donc un logo, tout comme une entreprise ou un produit a un logo. La question du symbole à l'époque ne se pose pas ou peu. Donc à l'époque, voilà, là j'ai imaginé ce qu'aurait été le logo de l'euro avant même que son signe aurait été choisi. Donc on peut voir le symbole à l'intérieur, mais en réalité c'est d'abord un logo. On voit une couleur, des choix typographiques définis, une direction sémantique avec laquelle on peut être ou ne pas être en accord, selon des idéaux différentes ou même des goûts différents. C'est une image que j'ai faite, hein, donc c'est vraiment pas sérieux. Voici d'ailleurs quelques propositions que je n'ai pas faites cette fois-ci, d'alternatives de logos ou de symboles de Bitcoin, que les membres de la communauté ont dessiné. Donc j'ai trouvé ces propositions à travers des réseaux sociaux entre 2011 et aujourd'hui, la plupart étant été trouvées sur soit des réseaux sociaux de graphisme ou d'images ou Reddit. On peut voir que chaque choix graphique tire l'identité de Bitcoin vers des orientations techniques, sémantiques ou politiques différentes. Pour information, un logo et un signe ou un symbole sont différents objets graphiques. Un logo étant une composition figurée servant à identifier visuellement de façon immédiate une entreprise, une marque, une association, une institution, un produit ou un service. Un signe, en revanche, est une marque naturelle ou conventionnelle désignant pour quelqu'un un objet, un concept, est destiné à être interprété par un tiers. Cette notion d'interprétation, c'est tout l'intérêt. Donc là, on a des interprétations graphiques du signe euro, qui est une capture d'écran d'un résultat d'image, de recherche d'image, avec des interprétations différentes qui servent à des fonctions qui sont tout aussi différentes. J'aurais pu aller beaucoup plus loin dans les différences. Donc le signe euro est fait pour être adapté, s'adapter et être interprété pour véhiculer un message. Donc, sous le pseudonyme du studio factice de design Ecogex, que j'avais déjà utilisé avant pour revendiquer certains projets dans le logiciel libre et l'open source, je me suis penché sur la plus intéressante des alternatives du logo Bitcoin. En effet, moi j'étais en désaccord avec ce choix de logo qu'on imposait quelque part à la communauté. Je me sentais faire part de cette communauté aussi. J'avais accompagné Bitcoin depuis, pas les débuts, mais j'étais dans la seconde génération d'utilisateurs du programme Bitcoin. Et surtout, je m'intéressais, en fait, le programme, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment il fonctionnait.
Pas parce que c'était compliqué, mais parce que le système lui-même était compliqué à comprendre. Il fallait comprendre la blockchain, en fait, que j'ai mis plusieurs années à comprendre. Et par contre, je m'intéressais de près à la communauté qui se crée autour de Bitcoin. Et, et donc la question de l'identité graphique en tant que designer, parce que j'ai fait des études de design et à l'époque j'étais très intéressé par l'identité graphique dans le logiciel libre. C'était pour moi vraiment quelque chose qui me semblait très intéressant. Et j'étais en opposition contre ça pour des raisons assez simples, des raisons de design. D'abord, la communauté utilisée n'était pas capable, pour des raisons techniques, d'utiliser ce logo Bitcoin avec deux traits verticales, avec un B avec deux traits verticales à la dollar, tout simplement parce que le symbole n'existait pas dans Unicode. Donc ce n'était pas disponible sur les claviers, ni on ne pouvait pas le copier-coller, le mettre dans un texte. Du coup, ils utilisaient le BAT thaïlandais, qui est une version de B avec un seul trait vertical. Ce qui posait effectivement des questions de confusion avec le baht thaïlandais, la monnaie donc des Thaïlandais. Donc je me suis penché sur ce qu'avait fait la communauté avant, et une des versions qui se dégageait parfois, c'était ce B avec une barre horizontale qu'on voit en haut à droite de cette slide. Et donc c'est en fait le détournement d'un caractère existant, le Unicode 243, utilisé en phonétique et supporté déjà par la plupart des fontes commerciales et open source à l'époque. En 2013, j'ai rédigé cet article que j'ai publié sur un site qui s'appelle bitcoinsymbol.org, où j'ai avancé mes arguments sur le problème technique et sémantique du logo Bitcoin et sur la logique qui me semblait de choisir un symbole et l'importance de son accessibilité. De pouvoir juste taper Bitcoin comme un symbole, comme on peut taper euro aujourd'hui. J'explique aussi l'intérêt de ne pas produire un objet design, donc de faire l'économie de cet objet design, mais de récupérer ce qui existe déjà, comme un hack, qui me semblait être logique à l'époque par rapport à ce que Bitcoin était, le programme, dans une logique donc de récupération et une certaine écologie du signe. Cet article est toujours en ligne, hein, vous pouvez le visiter sur bitcoinsymbol.org. Je ne vais pas m'étaler sur tous les arguments que j'apporte, mais c'est un article qui montre en quoi il serait peut-être intéressant de laisser de côté le logo Bitcoin pour un symbole utilisable. Il faut dire que le projet Bitcoin me fascinait à l'époque, et le projet bitcoinsymbol.org traduisait aussi l'envie de voir le Bitcoin se débarrasser de son B dollar, qui pour moi j'arrivais pas à m'identifier à ça, et il y avait d'autres personnes aussi autour de moi qui n'arrivaient pas à s'identifier à ce B-là, et au fait qu'il ait un logo. Ce B transpirait la question des jeux d'argent, la spéculation, un certain sentiment de verticalité. Sémantiquement, c'était quelque chose qui était pas, non seulement imparfait, mais pas adapté. Et donc c'est en réaction à tout cela que j'ai publié mon article. J'en ai profité pour faire une banque d'images sous licence libre, plus précisément la licence art libre, qui permettait ainsi aux utilisateurs d'utiliser et de modifier ce symbole, de le remettre en contexte, de voir dans quelle mesure ils pouvaient se l'approprier et faire leurs propres images à partir de ça. Donc il y avait un pack à télécharger, qui est toujours en ligne d'ailleurs. Vous voyez ici un poster qui reflétait assez bien ce que je pensais du Bitcoin. Donc my bank has been open sourced. J'ai fait des vues 3D de ce symbole-là. D'abord en pièces, parce qu'à l'époque, c'était, même toujours, c'est un symbole auquel la communauté était très attachée, le symbole de l'objet pièce. Et puis je me suis intéressé aussi à faire des pièces pas en or, donc une espèce de céramique, plastique, que je trouvais plus intéressant que l'or pour Bitcoin. Mon article a été très partagé, de nombreux articles sur des blogs spécialisés ont été écrits, on en parlait aussi.
Mais globalement, la critique a été féroce, surtout sur Reddit, où 90% des commentaires à l'article étaient résistants à l'idée de mettre en cause le logo Bitcoin, auquel ils étaient très attachés. Donc voilà, ils trouvaient ça moche et inutile. Je ne sais pas vraiment si, bon, sur Reddit, l'attention est assez légère, donc je ne sais pas s'ils avaient lu mon article, mais en tout cas, l'idée de ce symbole était vraiment pas du tout acceptée, quoi. Donc moi, ce que je voyais comme une contribution dans mon espèce de nuage de l'open source et du logiciel libre, eux, ils le voyaient comme une attaque sérieuse. Certains ont suivi et soutenu le projet. Quelques applications et sites web ont même adopté la proposition sur le champ. Mais ma réaction à ces soutiens, comme à ceux qui voulaient la peau de Ecogex, donc ce design studio, a été plutôt sobre. Je n'ai pas défendu mes idées, ou en tout cas que très rarement, pensant que d'abord mes idées étaient déjà dans mon article, et puis que la majorité avait décidé, donc à quoi bon se battre, en fait. Là, on voit le bat taille qui est très utilisé à l'époque pour signifier Bitcoin. Parce que c'est le seul caractère qui est donc sélectionnable, utilisable dans un corps de texte. Entre-temps, Bitcoin a pris beaucoup d'importance et de valeur, comme en popularité aussi. Et le besoin de faire apparaître le symbole dans le corps d'un texte se faisait de plus en plus important. La solution du BAT thaïlandais n'était plus valable parce que la confusion était trop grande à force avec la monnaie de la Thaïlande. En 2015, après un premier échec, le consortium Unicode acceptera enfin l'intégration du B avec 2 barres, donc celui que vous voyez ici, soumis par un ingénieur de Google, donc un ingénieur de chez Google, supporté par toute la communauté de l'époque, une grande partie de la communauté de l'époque, a donc fait cette demande à Unicode pour déposer la version du logo Bitcoin en symbole à Unicode, pour que ce soit utilisable. Aujourd'hui, de plus en plus de fontes supportent ce caractère, validé par Unicode il y a 4 ans. J'ai ce petit goût de défaite quand je croise ce caractère, même si une partie de la bataille est gagnée, celle de l'accessibilité. Donc on peut effectivement utiliser ce caractère dans un corps de texte. Mais ce symbole reste ce bon vieux dollar avec un masque en forme de B. Et avec le recul que j'ai dû prendre pour pouvoir réouvrir ce projet et écrire la présentation, je me rends compte que cette question de l'identité graphique de Bitcoin n'est pas anodine. Elle accompagne une séparation politique qui a débuté entre 2010 et 2013, je pense. Car si le berceau de Bitcoin penchait plutôt à gauche, bercé par des crypto-activistes et anarchistes, il est indiscutable que Bitcoin est aujourd'hui devenu un outil de spéculation et de prise de pouvoir géopolitique. Et donc, Reddit m'avait dit plus tôt, Bitcoin est, peut-être que j'aurais dû l'écouter, Bitcoin n'est pas et ne sera sans doute jamais ce que j'espère. Et bon, voilà, la conclusion, c'est peut-être la fascination de la technologie doit venir avec un questionnement perpétuel. Et voilà. Donc depuis, je suis avec attention les choix de design et de discours et d'architecture des technologies dites émancipatrices et distribuées, comme la vidéo l'explique bien aussi de Louise. Et voilà, ces choix souvent soumis par des personnes de pouvoir à une communauté de suiveurs, enfin peut-être pas que de suiveurs, mais des gens qui sont très influençables aussi. Ces choix sont en effet des marqueurs qui informent avec justesse certaines précisions sur l'avenir de ces objets complexes contemporains. Quand on voit l'identité d'Ethereum, l'identité de certaines monnaies locales, etc., c'est des marqueurs comme ça, des marqueurs graphiques qui montrent vraiment la direction dans laquelle ce genre d'outils se dirige. Voilà, merci.